Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. L'actualité qui sollicite la présence du journaliste Elie Smith sur le plateau de l'invité, c'est bien sûr les attentats terroristes qu'a connu la France le 13 novembre 2015. Monsieur Elie Smith, bonjour et bienvenue. Merci madame et bonjour. Alors, 3 jours après, avez-vous le sentiment que la France a pu relever les causes endogènes et même exogènes de ce qui leur est arrivé? Je pense que oui. Je pense que la France a compris que les causes ne sont pas uniquement exogènes, elles sont aussi endogènes. Parce qu'en France, il y a 3 ou 2 facteurs. Premièrement, il y a une grande communauté musulmane en France, la plus grande dans l'hémisphère nord. Deuxièmement, cette communauté est victime d'une discrimination. Oui. Le taux de chômage dans cette communauté avoisine les 40% comme dans les pays du tiers-monde. Et troisièmement, comme il y a le chômage, la marginalisation, la discrimination, oui, c'est le terroir propice pour écouter les prêches des musulmans, des extrémistes de l'extérieur, comme venant du Qatar, venant de l'Arabie Saoudite et venant aussi des frères musulmans de l'Égypte, qui demandent à la revanche. Donc, ce sont des facteurs qui ont aidé pour que ces gens-là puissent s'installer en France et frapper ceux qu'on présente comme des mécréants. D'accord. Et si on parlait des facteurs exogènes? Les facteurs exogènes sont peut-être la politique que la France a prise depuis, je pense, 2007, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, bien que je crois que Sarkozy veut peut-être accuser le gouvernement actuel. Rappelez-vous, en 2003, par Jacques Chirac, la France était opposée à l'invasion de l'Irak. Quoique, personnellement, quand on tue un dictateur, ça ne me meut pas du tout. Saddam Hussein n'était pas quelqu'un de bien, il était quelqu'un de vil, mais c'est l'après Saddam Hussein, la manière qu'on a géré. Donc, je crois que le fait que la France a pris fait et cause pour une guerre idéologique qui se mène au Moyen-Orient entre la puissance chiite, qui est l'Iran, et la puissance sunnite, qui est l'Arabie Saoudite, oui, s'est transposé du Moyen-Orient en terre française, en terre européenne, dont la France en paye un peu les frais. Et on a noté hier, il y a de nouveaux bombardements des raids aériens du côté de la Syrie. On a parlé d'un pillonnage sur les sites d'entraînement. Est-ce que vous pensez que la guerre contre la guerre, finalement, va sortir de l'auberge? Non, je pense qu'à un certain moment, les pays occidentaux doivent être honnêtes envers eux-mêmes. Parce que l'État islamique ou le Daesh, nous savions tous qui les finance. Par exemple, la Turquie joue un grand rôle parce qu'ils ont voulu faire tomber le gouvernement de Bachar al-Assad. Oui. Personne n'aime le gouvernement de Bachar al-Assad. Mais quand l'État islamique vend le pétrole, vend le blé par la Syrie, publie ses comptes sur Internet et personne ne dit rien. Donc je pense que les Européens, les Français, en particulier les Américains, sont responsables de ce qui se passe. Donc, pour lutter contre le Daesh, comme ils disent, le bombarder, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut mettre, comme on dit en anglais, boots on the ground. Ça veut dire amener les militaires à être sur le terrain. Et puis aussi, deuxièmement, essayer de couper les sources de financement. Donc, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, les pays occidentaux doivent être honnêtes envers eux-mêmes. Depuis hier, on parle d'union nationale. Le président François Hollande, il a reçu la représentation nationale. Tout à l'heure, il est prévu un discours à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a reçu l'opposition, Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, au sortir de l'entretien avec le chef d'État français actuel. Il a parlé de l'inertie du gouvernement. On a écouté Marine Le Pen qui a dit d'accord pour l'union nationale, mais ça ne doit pas être un foutoir, un étouffoir, autant pour moi. Avez-vous le sentiment que, avec tous ces sons discordants, l'union nationale pour venir à bout de ces assaillants puisse être possible en France? Non, c'est possible. C'est une démocratie, la France. La France n'est pas un pays sauvage, dictatorial, où on ne respecte pas les droits de l'homme. Mais ce que les gens demandent, c'est un peu l'union nationale. Oui, ça a été fait. Le fait que François Hollande a reçu tout l'ensemble de l'opposition française. Et je suis content qu'on a reçu le Front National. Parce que ça serait une hypocrisie
accepter le Front National exister comme un parti politique, mais quand on veut recevoir d'une manière formelle, on refuse. Et Sarkozy a bien parlé, mais n'oublions pas que c'est Sarkozy qui a changé un peu la politique française en 2007. Et puis, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe la politique française. Mais l'union sacrée doit exister. Mais on ne doit pas aussi, là Marine Le Pen a raison, on ne doit pas empêcher les gens de s'exprimer. Marine Le Pen a raison de dire que oui, l'union sacrée derrière un chef. Et c'est d'ailleurs une leçon à nous les Camerounais. Paul Biya, le gouvernement camerounais, doit apprendre que quand il y a une guerre, on doit s'unir et faire venir les gens, les oppositions qui sont représentatifs à l'Assemblée nationale ou dans les conseils régionaux ou conseils municipaux. Oui, il y a une certaine union sacrée, mais il faudra que les partis politiques puissent s'exprimer. Malheureusement, à quelque chose, malheur est bon pour les autres, ça va donner du grain en moudre au Front National et ses idées extrémistes. D'accord. On a remarqué depuis que la France a connu son plus violent attentat terroriste sur son sol. On parle même des premières attaques kamikazes, même sur le sol français. On remarque une certaine solidarité internationale, c'est d'ailleurs même un deuil mondial. Mais il y a quelque temps, en Afrique, on a remarqué au Kenya, 150 étudiants ont été tués dans une université au niveau du Nigeria. On signale tous les jours des morts de Boko Haram, 200, 150, mais on n'a pas observé un tel mouvement international. Est-ce que la douleur de perdre un Français est plus prononcée que celle de perdre un autre citoyen du monde, surtout quand il s'agit d'un citoyen africain? Non, ce n'est pas uniquement les problèmes africains. Rappelez-vous, avant vendredi, il y a eu l'attaque d'État islamique au Liban, dans une zone contrôlée par le Hezbollah. Il n'y a pas eu cet élan de passion, compassion internationale. Je pense que, c'est que les Occidentaux savent donner la valeur à l'être humain. Et nous, les Africains et les Arabes, nous ne savions pas. Par exemple, oui, ce qui s'est passé au Kenya, c'est affreux. 150 morts. Étudiants. Ce qui se passe au Nigeria, de jour en jour, il y a eu les 250, 150. Sans compter au Nord Cameroun avec les attaques terroristes contre Boko Haram. Exactement. De Boko Haram. Ce qui se passe au Cameroun et au Tchad et au Niger. Le problème est simple, madame, je vais peut-être vous choquer. Nous, les Africains et les Arabes, nous n'avions pas le respect de l'être humain. Nous ne savions pas valoriser le nôtre. Voulez-vous que ce sont les autres qui pleurent pour nous quand nous-mêmes on ne pleure pas? Rappelez-vous, je donne le cas du Cameroun, on a eu les attentats au nord Cameroun, dans l'extrême nord. Combien de fois le président camerounais y est allé? Jamais, il n'est jamais allé. À côté de chez lui, à Yaoundé, il y a l'hôpital général, l'hôpital, il y a où les militaires. Est-ce qu'il a même fait un pas pour aller là-bas? Jamais. Et pourtant, quand un Français meurt à 7000 km de la France, M. François Hollande se déplace pour venir voir. Le problème est simple, madame. Arrêtons cette polémique. Eux, ils savent donner la valeur à l'être humain, ils savent respecter les morts, mais nous, nous ne savions pas. Voilà la raison pour laquelle les autres donnent des considérations. Le jour où nous allions connaître, respecter les uns les autres, respecter nos morts, les autres aussi vont respecter nos morts. Regardez un peu le geste que François Hollande a fait après les attentats. Est-ce que Paul Biya l'a fait ici? Non. Boni Yahi, par exemple, est-ce qu'il a décrété un deuil national quand les gens meurent au Cameroun ou au Nigeria? Non. Il a décrété quand c'est arrivé en France. Charlie Hebdo. Oui, ça me rappelle. Charlie Hebdo, même récemment encore, quand il y a eu le truc de vendredi. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 70, lors de la mort de Gaulle, comment l'empereur Jean Bendel Bokassa a pleuré en France. Donc nous, on ne se valorise pas. L'hypocrisie humaine d'une certaine façon. Si vous n'arrivez pas à pleurer les vôtres, pourquoi pleurer les autres? Exactement. Nous sommes hypocrites. Nous sommes irresponsables. Nous ne savions pas respecter le nôtre. Pourquoi voulez qu'on vous respecte? D'accord. On va sortir avec cette dernière question. À l'international, en France, précisément avec les attentats terroristes, avez-vous le sentiment que finalement, la France va mettre un peu de l'eau dans son vin en ce qui concerne son interventionnisme répété dans les pays dits à problème? Est-ce que la France va tirer des leçons?
La France va peut-être tirer les leçons, mais j'en doute fort. La leçon que les Français et les Occidentaux doivent tirer, c'est quoi? C'est que quand vous avez décidé de faire quelque chose, intervenez. Et puis, la leçon qu'ils doivent tirer, comme malheureusement les Russes nous disent ou nous ont fait comprendre, il n'y a pas de terroristes modérés. Si vous ne voulez pas d'un régime, comme ils ne veulent pas de régime de Bachar al-Assad, vous arrêtez ce régime, vous ne restez pas à encourager les groupuscules comme ils ont encouragé le Daesh. Sachez que l'État islamique est créé par un ancien prisonnier, Abu Bakr al-Baghdadi. C'est un Irakien. Oui. Quand il faisait les choses, quand il a fait l'invasion de Mossoul en 2014, si je ne me trompe pas, c'est là où les gens ont commencé à se poser les questions. Quand il est venu en Syrie, donc je pense que les Occidentaux doivent se poser les questions. Pourquoi aller faire l'invasion chez les autres? Pourquoi vouloir que les autres nous ressemblent? Chacun doit être comme il est. C'est d'ailleurs un Français qui a écrit un livre extraordinaire. Il s'appelle Alexandre de Marange. Dans Les Secrets du Prince, il a dit on doit respecter tout un chacun. Si par Respect des civilisations. Des civilisations. Si par exemple, il y a des gens que pour dire merci à quelqu'un, il enlève le chapeau, d'autres enlèvent les chaussures, d'autres se courbent, tu ne dois pas dire que parce que moi j'enlève mon chapeau, je suis plus supérieur à vous. Je crois que les Occidentaux doivent poser les questions, comment ils font des choses. Ils sont hypocrites. Parce que vous n'allez pas demander, par exemple, en Afrique, qu'on respecte la Constitution et vous soutenez l'Arabie Saoudite, qui est un gouvernement qui viole les droits de l'homme, vous supportez le Qatar, vous êtes contre l'Iran, mais vous supportez les pays comme le Qatar, le Bahreïn et d'autres systèmes dictatoriaux au Moyen-Orient. Vous soutenez le coup d'État de Al-Sisi en Égypte et pourtant vous êtes pour la démocratie. Donc les Occidentaux doivent se poser les questions et respecter la démocratie partout. D'accord. Monsieur Eli Smith, le point d'ancrage de ces attentats terroristes, ça part de la Syrie, bien évidemment, au regard du recoupement des informations depuis vendredi 13 novembre 2015. Le G20, la fin, c'est aujourd'hui. On a remarqué un rapprochement entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président américain, Barack Obama. Ils ont causé en apartheid pendant 35 minutes, ce qui est extraordinaire de l'avis des observateurs internationaux. Et on sait qu'en Syrie, les deux sont partagés, sont divisés en ce qui concerne la gestion du conflit. Monsieur Poutine, qui est pour que le président de la Syrie, Bachar al-Assad, reste sur le pouvoir. Avec ce rapprochement qu'on observait hier, pensez-vous que la crise en Syrie, bientôt, c'est la fin, si déjà les deux grandes puissances mondiales arrivent à dialoguer, à se rapprocher sur un certain nombre de points là-dessus? Non, la crise en Syrie est venue une guerre idéologique et religieuse. Oui. C'est deux factions de l'islam qui se combattent. Un chiite, l'autre sunnite. Les deux puissances, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite, sont comme on appelle en anglais proxy war. Les deux côtés, la solution au problème syrien, ça serait que les protagonistes extérieurs et intérieurs dans le conflit syrien soient inclus. Bien sûr, nous sommes contents que Vladimir Poutine a rencontré Barack Obama, oui. C'est une bonne chose, mais il faudra que l'Iran doit être membre de toute négociation qui se fait en Syrie. En dehors de l'Iran, il faudra que le Hezbollah libanais soit inclus et puis l'Arabie Saoudite. Vous devez savoir que ceux qui financent l'État islamique ou le Daesh, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite et aussi la Turquie. C'est déjà une bonne chose qu'ils se rencontrent, mais maintenant, est-ce qu'on va accepter quelqu'un comme Bachar al-Assad qui a déjà tué 200 000 de ses concitoyens? C'est là une autre question. Mais entre Bachar al-Assad et Daesh, Al-Nusra, Al-Qaïda, tous financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite et soutenus par la Turquie, je pense que le moindre mal, c'est Bachar al-Assad. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à la tranche. Appelez l'invité sur Canal Info. Nous disons également merci à Monsieur Eli Smith qui a spontanément accepté de répondre à nos questions. Monsieur Smith, merci d'être passé sur le plateau. C'est un plaisir pour moi, madame. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, c'est-à-dire 15 h sur la même chaîne. Restez des nôtres.